Bien, bonjour à chacune et chacun, et merci beaucoup de cette invitation à partager cette journée avec vous. Alors, je suis ravie, évidemment, de prendre la parole, mais aussi d'entendre les travaux qui vont être échangés, les expériences qui vont être partagées. Alors, je suis une travailleuse d'à côté, je ne suis pas soignante professionnelle, en tout cas. Je ne suis pas non plus dans le champ des professions médicales ou paramédicales, et ce travail d'à côté, je le consacre à la sociologie, et à rendre compte, au fond, des attachements, des liens sociaux, de la manière dont ils se construisent, de la manière dont on s'attache et on se détache aussi les uns à l'égard des autres et à l'égard de la société. Alors, je m'intéresse à ces questions dans le champ, effectivement, de la santé, des événements de santé, mais aussi des modes de vie. Comment vivons-nous, dans quel lieu, avec quelles pratiques citoyennes, possibles ou impossibles, selon que l'on rencontre tel ou tel type de handicap. Alors, je vais aujourd'hui partager un certain nombre de travaux, alors à la fois les miens, mais aussi ceux de collègues sociologues, autour de cette question parcours de soins de longue durée et fin de vie, mais vous verrez, je parlerai de la fin de vie, surtout à la fin aussi de mon propos, au temps du vieillir, qui est aussi un temps dans lequel on avance tous depuis notre naissance. Et je vais poser directement la question des négociations, du soin, avec un titre où je mets d'abord les professionnels, et vous comprendrez pourquoi, la personne et ses proches. Et dans les proches, on pourrait aussi intégrer évidemment la présence sociale des bénévoles. Alors je vais le faire, j'ai l'impression que j'ai un souci de maniement. Je ne sais pas si... Voilà. Alors je vais poser les choses en 3 temps. Je vais d'abord réfléchir à cette question transversale de la négociation des soins. Qu'est-ce que ça recouvre en sociologie que de dire qu'il y a de la négociation des soins, pas seulement au plan juridique, mais aussi au plan des pratiques. Je vais ensuite regarder cette question des négociations dans le contexte du domicile, et je vais montrer qu'il y a des négociations contingentes, variables selon les contextes, entre les 3 catégories d'acteurs que j'ai évoquées. Puis enfin, je vais faire un éclairage sur des moments particuliers du soin dans des contextes, dans l'expérience de maladies graves. Et je vais prendre des travaux plutôt sur la question du cancer, bien qu'on puisse évidemment transposer une partie de ces données sur d'autres situations de pathologie. Alors, je vais le faire en réfléchissant. Alors, si je vais en marche arrière, c'est un peu compliqué. Voilà. Je vais me poser la question, tout d'abord, de cadrer un peu les choses. Comment va-t-on définir les négociations, mais aussi dans quel contexte? Alors, quand on vieillit, on vit souvent avec des maladies chroniques, des polypathologies, qui ont donc des répercussions personnelles et sociales, ce qui veut dire aussi que chaque individu va faire l'expérience de la maladie, et on va entendre des propos qu'on entend peut-être moins parce qu'on est quand même à l'ère du bien vieillir, qui renvoie à « je me sens diminué, je diminue, mes forces me lâchent, etc. » Je m'intéresse moins à certaines choses. Donc il y a l'expérience de la maladie très singulière, mais il y aura aussi cette maladie à gérer. Donc un certain nombre de sociologues ont très tôt parlé de gestion de la maladie. Il y a une trajectoire de maladie et il y a une carrière de malade. La trajectoire de maladie, c'est plutôt le développement physiologique de cette pathologie qui croise souvent avec d'autres. Et évidemment, ça renvoie aussi à l'organisation de ce que moi j'appelle un travail. Ce n'est pas une activité choisie, c'est un travail qui va être à déployer et qui va être aussi à partager entre la personne elle-même, ses proches et des professionnels. Alors, les maladies chroniques, vous connaissez ça mieux que moi. Du coup, je pense que j'ai vraiment un souci de maniement de mon affaire. Excusez-moi. Oui, alors, en fait, j'ai changé les choses. Cette trajectoire de maladie, elle ouvre aussi une carrière de malade. C'est-à-dire, on va se définir comme malade. Ça va prendre plus ou moins d'espace dans l'identité globale de l'individu. Et donc, dans ce développement de la carrière, il va y avoir des relations qui vont s'établir entre le malade et des professionnels. Et dans le cas du cancer, on voit bien qu'il va y avoir de l'auto-soin qui va être attendu comme dans d'autres pathologies, mais que le malade ne se verra quand même pas déléguer rarement des connaissances biomédicales précises, même si aujourd'hui on a de plus en plus de personnes
qui elles-mêmes consultent des sites biomédicaux, sont parfois très informées et deviennent aussi compétentes que certains professionnels sur leur pathologie. Les sociologues vont dire que du coup, cette maladie, cette carrière et cette trajectoire, c'est à entendre comme une épreuve, qui est évidemment une épreuve biologique, une épreuve aussi individuelle, une épreuve psychologique, mais c'est aussi une épreuve qui fait l'objet d'un façonnement social, comment les autres réagissent au fait que je suis concernée par telle ou telle pathologie. Et donc il y a une production individuelle, mais aussi sociale, des subjectivités individuelles et collectives, et il y a un vrai travail biographique qui va s'associer à ces situations. Alors, ces maladies chroniques, ce n'est pas une parenthèse dans la vie des patients, ça devient une situation permanente. Ça donne une rupture aussi pour certains dans leur parcours de vie. Je pense à la dialyse rénale. Ça a un caractère de gravité plus ou moins élevé et la longue durée est caractéristique aussi de ces situations. Il y a une incertitude, y compris médicale, sur la trajectoire de maladie, une incertitude biographique du côté du patient, et il y a aussi un souci de normalisation de la maladie pour préserver d'autres carrières que celles de malade. Le malade lui-même cesse aussi d'être un soigné complet, il va aussi de plus en plus devenir un soignant de lui-même, puisqu'on va lui demander de pratiquer de l'auto-soin. Alors, ce dont je parle, c'est important aussi de le cadrer au niveau quantitatif. Les maladies, les polypathologies, après 75 ans, c'est quelque chose qui est extrêmement courant, puisque ça concerne plus des 2/3, 70% des personnes souffrent de maladies chroniques après 75 ans. Les limitations cognitives, 17%, les limitations physiques, 1 personne sur 2, et des difficultés à faire les actes de la vie quotidienne, aussi plus d'1 personne sur 2. Donc quand on parle de bien vieillir, d'un silence des organes et d'une manière de vieillir en étant conforme à cet idéal du senior performant, etc., on ne rend probablement pas compte de la réalité de la situation du vieillissement, qui est un parcours effectivement tout à fait long, qui n'est pas linéaire, avec des à-coups. Bien entendu, on a des coups de vieux, on a aussi des coups de jeunes dans certains domaines. Enfin, tout ça ne nous dit pas qu'on va pouvoir, avec cette extension du paradigme du bien vieillir, échapper à la situation dont on vient de parler. Alors, si on regarde maintenant la question de la négociation dans le processus de production de la santé, on va voir que ces négociations vont varier selon les espaces de soins. Est-ce qu'on négocie mieux quand on est chez soi ? Ça va dépendre des relations avec les professionnels. Ça va dépendre aussi des champs d'exercice des différents acteurs, de la multiplication ou pas aussi des acteurs au domicile, par exemple l'hôpital à la maison, quand on en fait l'expérience. Ça va dépendre évidemment de la transformation des états de santé, plus ou moins stables dans la durée, et ça va dépendre aussi de la manière dont vont être mis en pratique les droits des malades et des usagers des services sociaux et médico-sociaux. Alors, en sociologie, on ne va pas utiliser le terme de soins négociés comme dans le droit, on va plutôt dire que la négociation, c'est une variété d'échanges sociaux, et on appelle négociation entre 2 parties toute situation où l'une et l'autre des parties mettent en œuvre leur pouvoir respectif pour influencer une décision. Et bien entendu, il y aura aussi des rapports d'autorité qui vont s'installer là-dedans. Alors, un sociologue états-unien, Anselm Strauss, du coup, nous a amenés à être vigilants, à ne pas utiliser ce terme de soins négociés, mais plutôt à dire qu'il y a un ordre social négocié. Et dans les hôpitaux en particulier, il a relevé, au moment où il faisait ses travaux, des ordres sociaux aussi assez coercitifs, assez manipulatoires, où finalement le monde de l'institution demande aux malades, aux patients, d'ordonner ses comportements pour être accessibles aux soins et d'être assez conformes sans pouvoir négocier grand-chose. Alors, il y a différentes définitions qui se sont succédées de ce que ça pouvait être l'espace de négociation entre ces acteurs, depuis Holgard Kutty en Belgique, qui a montré qu'il y avait quand même de la négociation, en particulier chez les malades dialysés, mais qui est très, très dépendante des capacités cognitives des acteurs, et on en a parlé dans l'introduction.
et qui dépend aussi des modes de gouvernement locaux des établissements qui sont plus ou moins coopératifs ou plus ou moins descendants et hiérarchisés. Isabelle Bazanger a montré, en traduisant Anselm Strauss en France, que les capacités d'action des individus renvoient à leur capacité à garder de la prise sur ce qui leur arrive, de l'emprise sur leur quotidien, sur la manière dont la maladie va affecter ou pas leur routine quotidienne. Sylvie Finzang, elle a montré que dans les relations médecin-malade, patient, il y a bien sûr de l'information, il y a aussi du mensonge, mais des deux côtés. Donc il y a bien des arts de faire des deux côtés qu'il faut examiner. Du coup, il y a des malentendus. Et ça pose évidemment la question du consentement éclairé et du pouvoir de décision de qui par rapport à quoi. Si le malade lui-même n'amène pas ses symptômes, que va-t-il se passer? Alors Jean-Daniel Reynaud précise encore un peu les choses en disant que pour négocier, il faut qu'il y ait deux caractéristiques. D'une part, il faut qu'il y ait un caractère explicite de la discussion, c'est-à-dire que le malade sache bien de quoi il parle et de quoi il lui est parlé. Quels sont les scénarios qui sont envisageables? Et il faut qu'il y ait aboutissement d'un accord. Et ce n'est pas un accord en relation à la règle ou en relation au droit uniquement. Ce qui fait qu'une règle existe, c'est qu'elle est acceptée par ceux auxquels elle s'applique. Alors, si on regarde du coup les négociations dans le soin, dans le contexte des pathologies chroniques, pas seulement au moment du vieillir, mais à chaque fois qu'il y a une pathologie chronique qui survient, elle dépend quand même de conditions de possibilité assez importantes qui sont liées actuellement aussi à la raréfaction de l'offre qui limite les possibilités de négocier des soins. Si je n'ai qu'un professionnel dans mon territoire, je ne vais pas pouvoir aller probablement très loin. Si j'exprime des désaccords, je vais quand même devoir être fidèle à son offre de santé. C'est aussi une question d'accessibilité, de tarification, de dépassement d'honoraires, de reste à charge, qui renvoie bien entendu à des inégalités sociales de santé. Les professionnels ne recherchent pas toujours l'échange social dans leur pratique de soins. Ça va dépendre de la manière dont ils font confiance aux malades, dont les malades aussi leur font confiance, mais aussi de la manière dont ils vont pouvoir faire confiance aux membres de l'entourage et réciproquement. Mais rechercher l'échange social dans un contexte de forte pression professionnelle, de files d'attente très longues, ce n'est pas forcément la règle. Et puis enfin, il peut ne pas y avoir beaucoup de négociations parce que les patients peuvent aussi refuser des soins pour affirmer leur autonomie, ils en ont le droit, ou pour tenter de conforter ce qu'ils qualifient, eux, de dignité, des facteurs de dignité, ce qui veut dire qu'en sociologie, on va dire que la négociation, c'est plutôt un horizon normatif, et c'est intéressant de le regarder comme ça, parce qu'on est à un moment quand même où on n'arrête pas de nous dire qu'il y a de la démocratie en santé, de la démocratie sanitaire, mais on voit bien que concrètement, ça ne couvre pas l'ensemble du répertoire des échanges en situation de soins. Donc la négociation, c'est une des formes que peut prendre l'échange social, et on va parler plutôt de négociation du soin, ça veut dire d'une part du soin, plutôt que de soins négociés. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est de regarder les ajustements qui vont se produire entre différents acteurs. Alors, je vais rapidement, mais ça, je pense que tout le monde le sait, ce cadrage par le droit, alors avec en même temps des choses intéressantes où on voit bien que la HAS régulièrement annonce l'idée qu'il faudrait une décision partagée, qu'on trouve beaucoup dans les années 2013 sur son site, et quand on arrive en 2024, on voit plutôt accélérer les coopérations et le partage entre professionnels de santé. Donc on se demande un peu quelles sont vraiment les priorités, tout en sachant qu'on renvoie beaucoup de choses à l'auto-soin, c'est-à-dire à l'idée de vous pouvez peut-être vous-même faire quelque chose pour votre propre soin, et on va renvoyer les choses à leur capacité d'autodétermination. Mais est-ce que tous les malades disposent de cette capacité? Le souhaitent-ils? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des malades à certains moments de leur parcours qui font aussi ce que Goffman appelle de la remise d'eux-mêmes, c'est-à-dire qui s'attendent à ce que la collectivité, l'institution du soin, leur propose
ce qui est le plus convenable, le plus ajusté, sans qu'ils aient besoin aussi de le négocier. Et dans les longs parcours avec des pathologies, il y a aussi souvent des moments où je me remets, mais je me remets à condition que je fasse confiance et que le système me permette de penser que le soin va être le plus ajusté à ma situation particulière en ce moment de mon parcours et que ce sera réexaminé autant de fois que possible pour qu'il n'y ait pas d'arbitraire dans les situations d'accompagnement. Alors, cet accompagnement, finalement, il repose beaucoup sur l'idée, la norme de l'autonomie du patient, qui est une espèce de guide de l'action des uns et des autres. Quand on dit autonomie, ça veut dire aussi responsabilisation de l'individu, et on est dans un moment socio-historique où on est tous censés faire de notre vie une histoire, et j'ajouterais bien censés faire aussi de notre bonne mort ou de notre bonne fin de vie une histoire un peu héroïque, et vous voyez bien que ça, c'est quand même assez inégal socialement selon les manières dont on est équipé, et donc il va y avoir des principes de droit, des principes normatifs, des règles de droit à tous les moments du parcours d'affaiblissement. Alors, quand on ne peut plus responsabiliser la personne elle-même, ou plus totalement, on va responsabiliser des proches, des entourages, des professionnels, et vous aurez donc des personnes de confiance, etc., des mandataires judiciaires, des personnes de référence dans tous les domaines de la vie, y compris jusqu'à la vie à domicile, au-delà même du soin. Alors, tout ceci est intéressant, bien sûr, mais ce qui est intéressant, enfin ça c'est les sociologues qui le disent, mais ce qui est aussi très important, c'est de se poser la question du contexte. Et en termes de contexte, ces négociations, elles ne se font pas en hors-sol. Elles se font dans un moment où ce qui est noté depuis déjà très longtemps, après tout un temps où on a ignoré les familles dans le soin, où on a même pensé que les malades, il fallait les éloigner de l'espace ordinaire de vie, et pas qu'en psychiatrie, eh bien on est aujourd'hui, depuis déjà une quarantaine d'années, à soulever l'importance du travail familial de santé à tous les moments du parcours de vie. Ça se voit dans la petite enfance et ça se voit ensuite au moment de la survenue des handicaps et ça se voit dans les limitations qui interviennent au cours de l'avance en âge. Alors tout ceci génère ce qu'on va appeler, entre guillemets, un travail profane de soins qui va reposer sur des activités qui ne sont pas professionnelles, mais dans lesquelles les personnes elles-mêmes et leur entourage vont faire un travail qui renvoie à des compétences qui sont assez proches, en partie, de certains de ces professionnels, des compétences professionnelles. Et du coup, ça va nous donner à regarder les différentes formes de ce travail profane qui s'exerce pas seulement dans la famille, aussi dans les liens avec les paramédicaux et avec les institutions publiques jusqu'aux représentants des usagers dans les établissements et les structures sanitaires. Ça va renvoyer à des compétences affectives. On demande aux personnes malades et aux proches de savoir maîtriser leurs émotions, de savoir les contenir, sinon il va y avoir des dispositions qui vont progressivement être prises, des connaissances aussi en termes scientifiques minimales, avec l'introduction de nouvelles thérapeutiques, d'objets techniques dans les domiciles, etc. Et surtout, on va leur demander de mettre en pratique certaines de ces compétences. Alors, tout ceci, évidemment, va être assez différencié. Je passe là-dessus, mais c'est important de le savoir, selon les genres. Est-ce que c'est un homme ou une femme qui est malade? Est-ce que c'est un homme ou une femme qui intervient auprès de lui? Selon les milieux sociaux, il y a des milieux sociaux où on a l'habitude d'avoir du monde dans son domicile. Il y en a d'autres où, quand quelqu'un est malade, la venue de l'infirmière ou de l'infirmier libéral est déjà un intrus qui vient dans ce domicile. Et puis, ça va dépendre aussi du genre des personnes malades. Les vieilles femmes âgées ont autour d'elles beaucoup plus de soins fournis par des hommes de la parenté, par exemple quand elles ont des fils, alors que les vieux messieurs ont beaucoup plus de travail profane exercé par des femmes, avec toute la naturalisation aussi de ce qu'on attend d'une conjointe ou d'une fille autour de ses ascendants. Alors, si on regarde justement à domicile, plus précisément, on va regarder, essayer d'identifier ces négociations et ces tensions qui demeurent. Et on va voir qu'il y a, avant de parler de négociations avec autrui dans le vieillissement,
il faut déjà regarder tout ce travail de négociation avec soi-même. Il faut négocier avec soi-même le fait de prendre de l'âge, et de prendre de l'âge en n'étant plus tout à fait conforme au bien vieillir étant deux choses aujourd'hui, se maintenir en bonne santé et avoir de l'utilité sociale, ce qui est attendu des vieilles personnes, même si les retraités pendant la Covid, on les a aussi beaucoup éloignés du monde associatif, du monde de la vie quotidienne. Et donc négocier avec soi-même, c'est un premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est négocier avec des professionnels pour assurer la continuité des soins. Donc je vais préciser un peu cette pluralité de registres de négociation qu'on va voir advenir. Alors pas sans vous avoir dit quand même rapidement que ce qui est important, c'est de voir que le contexte des vieux hommes et des vieilles femmes est différent, je l'ai dit. À 85 ans, en 2011, 51% des messieurs de plus de 85 ans sont en couple. À l'inverse, complètement, 54% des femmes de plus de 80 ans sont seules chez elles. Donc la vie en solo des vieilles femmes, quand il se produit un problème de santé, ne trouve pas les ressources ordinaires d'un cohabitant ou d'une cohabitante pour être accompagnée. Donc ça augmente évidemment la sollicitation à l'égard de la solidarité publique. Or, la question des vieilles femmes vieillissantes, elle est loin d'être posée collectivement comme un enjeu de solidarité publique. Ce qui est important aussi, c'est que le nombre de personnes en établissement, sur 29 années, mais ça n'a pas changé beaucoup depuis, vous voyez bien 13% des hommes, 23% des femmes, mais il n'y a qu'une personne sur 5 qui est en établissement après 85 ans. Donc évidemment, à chaque fois qu'il y aura un aléa de santé, la question c'est quel est le vivier de personnes qui vont être concernées par cette question de l'accompagnement et du soin. D'autres éléments, je ne vais pas vous ennuyer longtemps avec ça, mais quand même, qui intervient à domicile avant qu'on arrive dans le palliatif à domicile ou dans le palliatif en établissement? Il y a toute une histoire de santé et d'accompagnement, et principalement, on va dire aujourd'hui que ce soin, il se fait dans des maisonnées. Le soin ne se fait pas principalement en établissement, en structure, il se fait dans les maisonnées, dans les lieux de vie ordinaires. Et ce que l'on voit, c'est que 48% des personnes qui ont besoin de services de soutien à domicile après 60 ans reçoivent principalement du soutien ou uniquement du soutien de l'entourage pour 1 sur 2 et 34% reçoivent aussi de l'aide de professionnels, ce qui veut dire qu'il y a 82% de situations dans lesquelles il y a au moins un proche. Alors après, la quantité d'intervention va varier. Et évidemment, quand on est dans les GIR 1 et 2, là, la famille seule, c'est moins de 20% des situations. Les professionnels et la famille en même temps, c'est 77%. Et là, c'est intéressant parce que c'est un contexte évidemment de négociation qui va être plus ou moins élaboré. Et il n'y a en GIR 1 et GIR 2 que 4% des personnes qui peuvent vivre seules avec uniquement la présence de professionnels. Donc le soin, il est forcément à négocier puisqu'il y a énormément de situations mixtes où il y a des proches et des professionnels, et plus la situation s'alourdit, plus il va y avoir ces configurations dans lesquelles il y a plusieurs types d'acteurs qui vont justement chercher à trouver des interfaces entre eux. Alors, principalement le conjoint qui intervient, principalement auprès des hommes, et quand on a moins de 75 ans, on a beaucoup de chances d'avoir son conjoint qui va être dans la négociation. Au-delà de 75 ans, 29% de conjoints, mais 63% d'enfants. Donc ça fait venir un autre échelon générationnel. Alors, la question des horaires, ça doit vous faire une espèce de nuage de points. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une personne sur 2 pour laquelle le nombre d'heures par semaine de soutien est de moins de 7h55 ou moins. Les 25% qui ont le moins d'heures ont quand même au maximum 3 heures. Et ceux qui ont le maximum d'heures à domicile, c'est des gens qui vont avoir 20h50 d'aide hebdomadaire à domicile. Donc vous voyez bien l'importance du travail, du temps consacré, du travail réel fourni par des entourages. Vous voyez la colonne du milieu, et l'aide des professionnels, elle augmente, surtout quand on est dans des personnes qui sont qualifiées de GIR 1, 2, éventuellement 3 et 4. Mais on voit bien que la part professionnelle
famille, entourage, et toujours au profit de l'entourage par rapport à celle des professionnels. Alors, venons-en maintenant au cœur des choses. Négocier la maladie avec soi-même, c'est déjà un gros défi dans lequel les personnes vont avoir des stratégies très différentes. Alors, on va en montrer 4 de ces stratégies. Madame Le Borgne, avant que vous commenciez, 5 minutes, s'il vous plaît. 5 minutes. Donc, je vais effectivement faire un condensé de ce que j'avais à dire. Donc, les formes de récit des personnes vont être assez différenciées pour négocier avec elles-mêmes. Une partie des personnes vont faire des récits sur le mode de la saga. Ces personnes arrivent très bien à négocier leurs propres soins parce qu'elles sont dans un moment où ce n'est pas la première fois qu'elles ont affaire à des professionnels de santé. Il y a déjà eu des coups durs, elles s'en sont remises, elles ne sont pas dans l'idée de la fatalité et la maladie est plutôt mise en avant comme un bon instrument de négociation avec les professionnels. Deuxième format, c'est l'épopée, un projet plutôt de récit masculin porté par des hommes, pour lesquels les problèmes de santé et de vieillissement, c'est aussi un objet de lutte. On va chercher des organismes, on va chercher des soignants, on va lutter pour avoir des appareillages, des technologies médicales, et on va aussi mobiliser l'entourage, mais on ne va garder dans l'entourage de relations qu'avec les gens qu'on apprécie, qui tiennent le même discours de l'épopée que celui qu'on tient soi-même. Enfin, 2 types de récits plus compliqués, où la négociation avec soi-même renvoie à des idées de tragédie ou de drame, c'est-à-dire de situations de finitude, où on s'interdit la projection au-delà du quotidien, et on va donc être très peu réactif aux propositions de négociation avec les différents acteurs. Alors, je vais accélérer beaucoup pour arriver sur la situation du cancer, où on s'est rendu compte, à partir de travaux de collègues, et en particulier de doctorants qui ont travaillé sous ma direction, que le moment particulier du cancer, c'est un moment où on voit advenir des formes de négociation assez différentes, en particulier depuis les années 2000, à travers les espaces d'oncogériatrie qui sont proposés à certaines personnes après 75 ans pour les engager dans un travail à la fois de mise en évidence de la fragilité, de la vulnérabilité et de construction d'un projet d'accompagnement. Alors, dans ces espaces, qu'est-ce qui se passe? L'idée de l'oncogériatrie, c'est de réduire les inégalités de traitement à l'égard du cancer. Et donc, c'est l'idée qu'auparavant, on laissait les gens tranquilles. Maintenant, on va leur proposer un certain nombre de traitements. Et les médecins vont devoir qualifier, objectiver l'état de santé, mais vont aussi apprécier subjectivement la santé d'un individu. Pour les malades, l'épreuve, c'est l'épreuve du temps qu'il reste à vivre. Et je pense que la question des temps, de l'expérience, jusqu'où les vieilles personnes, on les considère comme expérimentées, ou jusqu'où ces vieilles personnes vont penser que leur expérience n'a plus vraiment lieu d'être, qu'elles sont en dehors du temps, qu'elles sont plus contemporaines au monde. Donc c'est l'épreuve du temps qu'il reste à vivre, le temps duré, est-ce que ça vaut encore le coup? Et dans cette appréciation, il y a aussi le temps quotidien, les conditions sociales d'existence, quand on est en EHPAD, est-ce que ça vaut le coup quand on est seul, qu'on n'est plus visité, d'avoir accès à tel ou tel type de traitement, ou quand on est très entouré, ou quand son propre conjoint est malade, est-ce qu'on va différer les soins sur le cancer pour soi parce qu'on va privilégier le fait de continuer à être aidante de son propre conjoint jusqu'à la mort du conjoint, et on va s'autoriser à demander un nouveau traitement du côté du cancer uniquement après qu'on aura fini ce travail d'aidante profane de santé. Alors, évidemment, cette question du cancer, ça va construire un certain panorama d'accès aux soins. Certains vont être qualifiés de robustes, mais eux-mêmes ne veulent pas être traités. D'autres, au contraire, sont qualifiés de fragiles, mais souhaiteraient beaucoup s'engager dans le soin. Et il y a des configurations assez contrastées d'action. Alors, ces différents engagements renvoient à l'idée que le malade, quand même, participe de manière assez limitée aux décisions thérapeutiques. Il y a l'idée du « on le reconnaît, mais il se met quand même souvent en position de soumission ».
Mais par contre, il va mobiliser des ressources dans son environnement, des ressources d'expérience, des professionnels pour agir. Et les médecins vont se retrouver en situation de porter la décision et vont faire un travail de conviction pour faire adhérer les malades à ce qu'ils pensent le plus intéressant pour eux. Alors, on pourra rediscuter de ces stratégies relationnelles. Est-ce que c'est une manière de tenir l'agisme à distance? L'agisme, c'est la dépréciation de quelqu'un et sa relégation au titre de son âge. C'est quand même quelque chose dont on dessine aujourd'hui des contours, pas simplement dans les institutions, mais aussi dans la vie sociale ordinaire. Et on aura l'occasion de reprendre, si vous voulez, dans la discussion, des éléments qui n'ont pas pu être présentés Madame ici. Le Borgne, 2 minutes, s'il vous plaît. Je m'arrête. Non, je m'arrête tout simplement. Merci. Parce que je pense que le PowerPoint sera mis à disposition et que l'important, c'est que ça puisse engager des discussions. Merci à vous.